m'appelle Michel Delville, je suis guitariste, musicien, compositeur et enseignant. Alors j'ai une double formation dans la mesure où j'enseigne non pas la musique mais la littérature et que d'autre part j'ai une carrière parallèle en tant que musicien, surtout depuis une quinzaine d'années. Mes premières expériences musicales datent de mon enfance. Je pense que selon mes parents, à l'âge de 4 ou 5 ans, j'écoutais en boucle Mozart et Beethoven. J'avais un disque qui reprenait un enregistrement de von Karajan, qui était l'Eroica, la 3e symphonie de Beethoven. Et graduellement, si je devais résumer mon parcours, je suis passé d'Eroica à Heroes, dans le sens où j'ai essayé de... j'ai toujours gardé mon intérêt pour la musique classique, mais je me suis orienté dans un premier temps vers le rock, et pas seulement vers Bowie, mais avant tout, à l'âge de 10-12 ans, vers les Beatles et Zappa. C'était une époque où, étant adolescent, je dévorais la bibliothèque et aussi la discothèque de mon frère aîné, Gilbert, qui a toujours 8 ans plus que moi, et qui m'a exposé à des bizarreries musicales qui m'ont énormément frappé et énormément interpellé jusqu'à aujourd'hui. J'ai ensuite entrepris un cycle de formation musicale à l'Académie de Seraing, en solfège, en guitare. Je m'en suis assez rapidement détaché parce que je suis parti aux États-Unis avant d'avoir terminé mon cycle de guitare, juste après avoir terminé mon diplôme d'excellence de solfège. Et puis, je suis devenu ce qu'on appelle un autodidacte du rock et du jazz. Et alors, par la suite, quelques années plus tard, de ce qu'on peut appeler le jazz rock. Et c'est avant tout à cette mouvance-là, ce terme-là qu'on associe, je pense, mes créations musicales. Première rencontre avec la musique dite expérimentale ou même jazz rock, c'est la musique de Frank Zappa. Mon frère avait l'audace et l'intelligence de me faire écouter de A à Z, c'est le cas de le dire, de bout en bout, un album qui était One Size Fits All, qui, comme son nom l'indique, était l'album par lequel il fallait commencer à écouter Zappa. Et cet album-là, qui est un mélange de blues, de décaphonisme, de rock, de jazz, mais qui est essentiellement orienté vers le blues et le rock, m'a fait comprendre qu'il était possible, et ça c'était une véritable révélation à l'époque, de produire une musique qui soit à la fois savante, à la fois exigeante, et en même temps qui puisse être écoutable, sur laquelle on puisse même danser, taper du pied. Donc un compromis qui me semblait idéal entre l'expérimentation et ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de... en tout cas pas de potentiel commercial, mais en tout cas une forme d'accessibilité. C'était ça ma première rencontre avec Zappa et One Size Fits All. Par la suite, mon frère m'a fait un programme qui m'a
fait évoluer vers des albums un peu plus différents, un peu plus expérimentaux, en tout cas plus exigeants. Après Zappa, j'ai découvert Varèse, j'ai découvert Messiaen, et mes oreilles étaient préparées, mon cerveau, mes neurones ont été progressivement préparés à ce genre de musique grâce à Zappa. Donc merci Franck. Alors évidemment la difficulté à l'époque c'était de concilier la formation musicale classique que je suivais à l'époque et que j'ai interrompue peut-être un peu trop tôt, mais dont il fallait quand même que je m'affranchisse à un moment donné avec cette passion. Ce que j'ai fait pendant des années, de longues années, c'est tout simplement brancher ma guitare et jouer sur les disques. Je mettais le vinyle et j'essayais de déchiffrer par cœur, sans notation, les solos et les thèmes de Zappa. Je me suis arrêté, comme beaucoup d'autres, à ma décharge au tiers du solo de Willie the Pimp, et ces grands solos me fascinaient, et je me disais il faut que j'aille toujours un peu plus loin, quelques mesures plus loin, et puis il est venu un moment où je me suis dit bon, là il est temps, à l'âge de 20 ans, 22 ans, à mon retour des États-Unis, je me suis dit qu'il était temps de peut-être établir les bases d'une personnalité musicale un peu structurée, qui soit inspirée par certains modèles, mais qui soit aussi dans une certaine mesure indépendante. À l'époque, tout ce que je voulais faire, c'était la musique, c'était jouer la musique que j'avais dans ma tête. C'est aussi simple que ça. Et que j'entendais jamais à la radio, et que j'entendais rarement sur scène, et que j'avais vraiment envie de pratiquer. Et c'était très, très... À y repenser, c'était extrêmement... C'était presque arrogant, c'était inconscient en tout cas. Parce que j'avais pas du tout à l'époque conscience de toutes les difficultés musicale et extra-musicale qui allait faire en sorte que ce genre de musique soit difficile à jouer en soi, mais aussi difficile à produire et à représenter sur scène. Ça a pris un certain temps.
pendant une certaine période, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai élargi mes horizons musicaux en écoutant de plus en plus de choses, et je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve des modèles un peu moins difficiles à jouer pour me lancer en répertoire sur scène. Et il y a d'autres exemples, d'autres modèles qui sont survenus, dont le Soft Machine, qui était un de mes éblouissements de jeunesse, et déjà en tant qu'ado, j'avais aussi déniché des soft machines dans la collection de mon frère, donc j'ai continué à écouter ça, et j'ai trouvé que le jazz modal de soft machine était plus facile à apprendre que le contorsionnisme musical de Frank Zappa. Et là, tout d'un coup, j'ai rencontré des gens à qui j'ai joué certaines de mes démos et à qui j'ai aussi présenté des albums du Soft Machine. Et ça a été plus facile de trouver des musiciens liégeois, parce qu'à l'époque, c'était pas évident en tout cas pour moi, de répéter avec des gens qui vivaient à 200-300 km, même à Bruxelles. Je connaissais personne, j'étais très liégeois et je connaissais les gens de Liège et pas l'extérieur. Et donc là, j'ai fondé un ou deux groupes, c'était dans les années 80, puis début des années 90. Et on jouait à l'époque dans des endroits malheureusement disparus à Liège, comme le Ciel d'hiver, le Lion sans voile. Et on avait l'opportunité de temps en temps de faire subir nos expérimentations à un public qui n'était pas si clairsemé que ça d'ailleurs. Ces lieux-là étaient très fréquentés à l'époque, et on a eu, d'ailleurs c'était très productif, parce que les compliments et les critiques qui fusaient à l'époque ont été très très formatives pour la suite des événements. Et le Soft Machine, par la suite, est devenu ma seconde influence, à laquelle se sont ajoutées énormément de choses. Je pense que si je devais résumer ou faire une liste des influences principales sur la musique que j'ai enregistrée et jouée en live jusqu'à présent, je devrais citer, outre Zappa et le Soft Machine, le rock progressif, l'école de Canterbury en général, qui comprenait des groupes dont je suis toujours un grand fan, comme Caravan, Camel, et surtout Hatfield and the North, et le krautrock allemand. Mais alors il faudrait ajouter Charlie Mingus, que j'ai découvert un tout petit peu plus tard, Coltrane, qui est la troisième grande figure, troisième grand éblouissement de mon adolescence et de l'âge adulte, en tout cas du jeune âge adulte. Et par la suite, les musiques électroniques, Square Pusher, Amon Tobin, enfin tout ça se mélange en une espèce de syncrétisme musical qui une espèce de maelstrom qui donne un peu le vertige, mais qui quelque part a contribué à ma formation en tant que mélomane en tout cas, et par la suite en tant que compositeur et guitariste. Alors il y a eu par la suite des rencontres, beaucoup de rencontres, particulièrement avec des musiciens britanniques, pour des raisons évidentes. C'est simplement, j'étais tellement dans ce trip Canterbury, l'école de Canterbury, qui elle-même est à mi-chemin entre le jazz et le rock et la pop, que j'ai été amené à côtoyer des musiciens que j'avais toujours admirés depuis mon adolescence, depuis mon enfance.
La première que je voudrais citer, c'est la rencontre avec Elton Dean, le saxophoniste du Soft Machine. J'ai composé des morceaux spécialement pour lui, qui sont trouvés dans l'album Elton Dean and the Wrong Object. Et lui nous a envoyé des morceaux. Tout était écrit et on a répété chacun de son côté les morceaux qui nous avaient été envoyés. Et quelques semaines plus tard, on se retrouve à Liège et Elton dormait dans la chambre d'amis ici, à quelques mètres de la cuisine où nous nous trouvons. Et malheureusement, on doit annuler les 6 concerts prévus à l'époque. En tout cas, certains ont été maintenus, mais sans Elton, parce que Elton était déjà très malade et je l'ignorais. Je savais que sa santé n'était pas au beau fixe, mais je ne savais pas qu'il était aussi malade. Et il est tombé malade ici et on était forcé d'annuler les concerts et de le ramener à Paris. Ça ne l'a pas empêché de nous relancer quelques semaines plus tard, après un séjour à l'hôpital. 2 jours après la sortie de l'hôpital, il y avait encore une date à Paris, au Glazart, et je n'y comptais plus trop, parce que je me suis dit, bon, c'est indécent de le relancer, et puis il a besoin de se reposer. Et je ne savais pas à l'époque que c'était la dernière occasion qu'on aurait pu avoir de jouer, d'enregistrer avec Elton. Et Elton me téléphone et il me dit, voilà, je viens de sortir de l'hôpital, j'ai subi une transfusion, je suis en pleine forme, on joue après-demain comme prévu. Alors, j'ai à peine le temps de balbutier quelques phrases, mais est-ce que tu es sûr que tu es sûr que tu veux le faire? On peut très bien reporter ça dans 2-3 semaines, et le temps que tu te remettes un peu. Il me répond non, parce que dans 2-3 semaines, je vais enregistrer avec le Soft Machine à Londres pour le label de Leonardo Pavkovic, fondateur du label Moon June. Alors évidemment, on n'hésite pas, on part vers Paris et on tombe en panne dans ma berlingot, qui a un problème de circuit de refroidissement. On arrive 5 minutes dans la salle, 5 minutes avant le concert, l'heure à laquelle le concert devait démarrer. Donc pas du tout de répétition, pas du tout de soundcheck, un simple line check pendant le premier morceau. On joue et Elton a, de son propre aveu, fait un des meilleurs concerts de la décennie en tout cas, et est extrêmement content. Il s'amuse beaucoup sur scène. Et en revenant dans le périphérique, en retournant chez Elton, où on logeait chez Marino et Elton le soir après le concert, on écoute le rough mix que l'ingénieur du son du Glazart nous avait à peine confié, il n'y avait pas multipiste, c'était à prendre ou à laisser, c'était un mix qui ne pouvait plus être que masterisé, plus mixé. Et dans la voiture, je vois le sourire d'Elton, qui se dessine de manière de plus en plus distincte, et il nous dit, voilà Michel, je t'avais dit, il n'y a pas besoin d'aller en studio, tu as ton disque.
Et malheureusement, Elton est décédé 2 ou 3 mois plus tard. Mais entre-temps, il a eu la gentillesse et l'obligeance de parler de nous à Leonardo Pavkovic, qui me contacte pour me dire « J'ai entendu ce concert, c'est extraordinaire, il faut absolument que tu nous laisses sortir sur Moon June Records. » Alors il disait ça à quelqu'un qui, au cours des 15 dernières années, avait en vain tenté de trouver un label qui puisse s'intéresser à ces bizarreries musicales et à ces projets un peu tordus. Et évidemment, la réponse était oui, bien sûr, faisons-le. Pour quand? On sort le CD dans 3 mois. Et ça a été le début, grâce à Elton Dean, non seulement de la collaboration avec Leonardo Pavkovic pour Moon June Records, mais c'était aussi le début, et je tiens à le dire, de la carrière internationale du Wrong Object, qui a commencé grâce à la présence d'Elton Dean et à son talent. Je crois qu'on serait encore un groupe tout à fait confidentiel, en tout cas local, si Elton n'avait pas répondu présent ce jour-là. Et je tiens à lui en rendre grâce à lui rendre grâce pour ça, parce que je suis encore très ému en repensant à son attitude et à sa gentillesse, à son ouverture. C'est Elton qui nous a vraiment... He put us on the map, comme on dit en anglais. Il nous a mis sur la carte. Et c'est grâce à lui que tout le reste s'est enclenché. Merci beaucoup, Elton. Je crois qu'on a récolté 300 comptes rendus en l'espace d'1 an. C'est énorme, en comptant les comptes rendus faits sur le web, mais la presse écrite n'était pas en retard là-dessus non plus. Et je me suis dit, voilà, on va faire cet album, et puis Leonardo Pavkovic et le label va cesser de s'intéresser à nous. Mais non. La première chose que Leonardo me demande, 6 mois plus tard, après avoir fait le point sur les critiques, voilà, est-ce que tu pourrais nous livrer dans l'année un album de composition originale? Il se fait que j'avais déjà ces compositions que je ne demandais qu'à développer dans un cadre professionnel, dans un studio. Et on a eu la chance aussi de soumettre une démo qui a été appréciée par la communauté française, le service des musiques non classiques, qui nous a donné de l'argent pour produire
cet album. C'était une somme qui n'était pas dérisoire à l'époque, loin de là. Et on a pu le faire donc de manière assez confortable, et c'était l'album Stories from the Shed qui, à ce jour, est l'album du Wrong Object dont on a le plus parlé, peut-être même plus encore de celui qu'on a fait avec Elton Dean, parce que c'était un album qui était un album studio, un album abouti, un album qu'on avait contrôlé et bien réfléchi, toujours avec le line-up de base, Laurent Delchambre, Jean-Paul Estiévenard, Fred Delplanque, Damien Pollard, et dans lequel j'ai pu vraiment injecter les compositions que je voulais depuis longtemps faire jouer et enregistrer dans de bonnes conditions. Et Leonardo Pavkovic a assuré la promotion de cet album de manière encore plus diligente que celle de Elton Dean and the Wrong Object. Et depuis lors, il a continué à croire en moi et à me soutenir. Et je suis presque un artiste en résidence chez Moon June, puisque je suis celui qui a le plus produit de CD chez Leonardo. Je crois qu'il y a une relation de confiance qui a continué au cours de ces 7 dernières années. Doubt est un autre projet qui a été suscité par Leonardo. Leonardo ne s'est pas contenté, comme le feraient beaucoup de labels, de publier et de presser ceux qui le recevaient. Il avait aussi des idées, et en l'occurrence une idée excellente, qui était de créer un power trio de jazz, un peu inspiré par Tony Williams, le Lifetime, sans basse, donc le Tony Williams de base. By kicking shit and hope it sticks, and either way to see another day. Donc un album avec un claviériste qui est Alex McGuire, qui était aussi le claviériste de la réincarnation de Hatfield and the North, qui était mon groupe de Canterbury préféré, et Tony Bianco à la batterie, qui avait beaucoup joué sur la scène free, mais qui avait aussi énormément d'expérience du rock, du jazz rock, et qui avait aussi joué avec les plus grands, comme Dave Liebman, Evan Parker, Paul Dunmal, et Alex von Schlippenbach. C'était quelqu'un qui a une expérience extraordinaire du jazz et des musiques alternatives. Et ce trio Doubt était l'idée de Leonardo. Et voilà, c'est un trio qui a tourné en Europe, au Japon, et qui est un projet qui continue. Ça, c'était le grand tournant, effectivement. Je crois qu'un musicien qui ne se sent pas soutenu par un label, ayant déjà beaucoup de difficultés à trouver des concerts et des festivals qui puissent accueillir un genre de musique qui est relativement peu formaté, ne peut que se féliciter d'avoir un allié et un ami aussi fidèle que Leonardo Pavkovic, qui d'ailleurs
est aussi fidèle à ses autres groupes. C'est quelqu'un qui, effectivement, n'abandonne jamais, et dont la ténacité envers et contre tout, parce que les ventes des CD, particulièrement en ce qui concerne les petits labels indépendants, ne sont évidemment pas très luisantes, continue à se battre pour que ces musiques dites alternatives continuent non seulement à être publiées, mais aussi à bénéficier d'une couverture médiatique considérable dans la presse spécialisée, évidemment, principalement, mais malgré tout, il en assure la promotion de manière magistrale. Il y a le Wrong Object, il y a Doubt, et plus récemment, il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu, de manière assez ironique, un retour à la Canterbury Scene, à la scène de Canterbury, qui date d'une autre rencontre que le Wrong Object avait fait lors d'une tournée anglaise. Un jour, nous tournons avec Annie Whitehead et nous allons jouer dans un théâtre à Lincoln. Et au premier rang, j'aperçois Robert Wyatt, qui était venu voir Annie, nous voir aussi. Et je crois que le groupe était tellement ému de le voir que je pense qu'on a dû recommencer le premier morceau. Je crois que les premières mesures étaient un peu escamotées et on a dû recommencer le morceau. Et Robert était là et on a passé la soirée avec lui. Il nous a beaucoup parlé des années de Soft Machine, mais aussi de ses projets, de son amitié avec Philippe Catherine, et entre autres, évidemment, puisqu'on venait de Belgique. On a continué à correspondre de manière très régulière. Le manager de Braxton, Alberto Lofoco, qui était venu accompagner Braxton à Liège, m'a dit il faudrait quand même que quelqu'un continue le projet d'Annie Whitehead. C'était la première musicienne à avoir lancé un cover band de Robert Wyatt, qui s'appelait Soup Songs, et qui ne tournait plus beaucoup à l'époque, et il faudrait lancer quelque chose de différent, peut-être quelque chose avec des anciens musiciens de Wyatt. Est-ce que tu penses que tu pourrais coordonner ça? Et je dis volontiers. Et Alberto m'envoie un email 2-3 mois plus tard en me disant ben voilà, il y a un festival à Modène et on peut vous produire en mars 2010. Et parmi les musiciens que tu as proposés, voilà ce que j'ai retenu. En fait, il les avait tous retenus. Et là-dedans, on retrouvait énormément de collaborateurs de Robert Wyatt, Richard Sinclair, avec qui d'ailleurs on a tourné au Japon, avec Doubt. On travaillait beaucoup avec des guests. Dagmar Krause, la chanteuse de Henry Cow. Il y avait Alex McGuire qui était repris dans ce line-up, Gilad Atzmon au sax. Il y avait Chris Cutler, le batteur de Henry Cow, à la batterie. Il y avait Cristiano Calganile qui était percussionniste dans le groupe. John Edwards à la basse, et puis en continuant à parcourir le line-up, je vois que mon nom se trouve parmi les musiciens, et je me demande si c'est une plaisanterie. Il dit non, je crois que voilà, il nous faut un guitariste aussi, et si tu acceptes, voilà, tu es dans le line-up. Je dis, merci beaucoup. Autre grande surprise.
apart. You set me free, you set me free, you set me free, you set me free, you set me free to let you know. You set me free to let you know. You've planted everlasting hatred in my heart. You've planted everlasting hatred in my heart. Voilà comment l'école de Canterbury continue à me hanter et à m'envahir. Et c'est toujours très agréable. Et je pense que c'est peut-être pas le dernier épisode de cette grande saga, mais j'ai la grande chance, et je suis très heureux de le dire, d'avoir réalisé mon rêve, c'est-à-dire jouer avec des gens qui étaient mes Beatles à moi en fait. Hatfield and the North en particulier, c'est un groupe ou Henry Cow, ou Caravan, c'était les groupes, moi j'ai toujours adoré les Beatles, je les adore toujours, mais c'était les groupes qui constituaient pour moi les principaux modèles d'inspiration, et aussi c'est toujours les groupes que j'écoute de l'époque en tout cas, que j'écoute le plus souvent. Donc, Comic Operando, c'est le dernier épisode dans la saga Canterbury. Everlasting hatred in your heart. You have planted all your everlasting hatred in my heart. You have planted all your everlasting hatred in my heart. You have planted all your everlasting hatred in my heart. You have planted all your everlasting hatred in my heart. Le tout dernier projet que j'ai lancé, toujours avec Tony Bianco, le batteur de Doubt, s'appelle Machine Mass Trio. L'album est sorti en décembre 2011 et il marque un certain tournant dans l'évolution des projets que j'ai lancés ces dernières années, dans la mesure où on fait appel de manière plus systématique à l'électronique. Machine Mass est un trio qui est composé de Tony Bianco, de Jordi Grognard au saxophone et à la flûte et au bansuri, et de moi-même. Et nous jouons un répertoire qui est beaucoup plus tourné vers le jazz, vers le groove aussi, en même temps que vers les musiques du monde. Il y a dans le répertoire des morceaux plutôt atmosphériques qui sont joués au bansuri, au bouzouki aussi. Là, je joue du bouzouki à la place de la guitare électrique. Des morceaux qui sont plus groovy et pour lesquels on fait appel aux ordinateurs, celui de Tony et le mien, pour créer des boucles de basse, ça c'est Tony qui s'en occupe, et aussi intégrer des échantillons, des samples, qui sont produits sur scène et modifiés de manière assez spontanée, en tout cas dans un cadre d'improvisation scénique sur scène. Ça, c'est le groupe Machine Mass Trio. Si je devais définir le genre de Machine Mass par rapport au Wrong Object, par exemple, qui est un groupe dans lequel le jazz et le rock s'opposent, je préfère dire que c'est du jazz rock plutôt que de la fusion, parce que la fusion évoque des choses un peu surannées, un peu gluantes des années 80 et 90, du David Sanborn, du mauvais Kenny J, etc. C'est plutôt un affrontement entre le jazz et le rock. Dans Machine Mass, c'est plutôt une musique qui oscille entre le jazz et les musiques du monde. C'est une musique qui est aussi à mi-chemin entre l'improvisation et les morceaux construits, mais qui laisse une part beaucoup plus grande à l'improvisation que, par exemple, dans Wrong Object, et a fortiori dans les projets comme Comic Operando, l'hommage à Wyatt, ou même dans le projet Doubt.
ce qui fait la particularité du groupe, c'est, je pense, en premier lieu, l'utilisation d'instruments ethniques, mais aussi, par rapport en tout cas à ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est aussi les boucles de basse produites par Tony Bianco, qui sont composées par Tony sur son clavier et qui ont la particularité d'être très longues. Dans ces musiques, Ornette Coleman parlait de musique pantonale à un certain moment donné, plutôt que atonale, parce que c'est pas qu'il n'y ait pas de tonalité, c'est que la tonalité elle change tout le temps et que les cycles sont tellement longs, disait Coleman, qu'elle est plutôt pantonale, parce qu'on retombe sur le début de la boucle 1 minute ou 2 plus tard, alors qu'en général dans les musiques électroniques qui utilisent les boucles sont de courte durée. Il est clair que les auditeurs belges, par exemple, qui écoutent Machine Mass Trio, vont inévitablement, et de manière assez justifiée, faire des rapports avec Akamoun, par exemple. Et voilà, c'est un vaste débat, ça. Bien sûr, Steve Coleman, mais surtout Akamoun. Oui, j'ai joué du classique à la guitare, j'ai joué des morceaux, j'ai joué du rock carré quand j'étais ado et quand j'avais 20-25 ans, mais on ne peut pas dire que j'ai eu une période carrée suivie par une période d'expérimentation. En fait, le fait que j'ai été exposé très tôt à des modèles expérimentaux dès mon plus jeune âge, dès l'âge de 8-9 ans, et que j'y ai pris goût, a fait que je ne suis pas passé par une période classique suivie d'une période expérimentale qui serait éventuellement suivie par une période classique, comme c'est souvent le cas, parce que j'ai encore un petit peu de temps peut-être, espérons. Mais il est rare que je m'écarte d'une musique, d'un style de musique, en tout cas dans les projets dont je suis responsable en tant que compositeur principal, qui suivent en tout cas les modèles qui ont été les miens au début, c'est-à-dire une certaine tension entre différents styles musicaux et que j'aime à décrire comme étant plutôt une tension, un affrontement qu'une synthèse. C'est un peu la même chose dans mon Object, par exemple. Il y a le bassiste et le guitariste qui, en général, jouent rock. Il y a Laurent Delchambre qui est entre les deux, qui fait le lien entre les deux. Et il y a
une section de cuivre, de souffleur, pardon, qui est plutôt jazz. Donc voilà comment je conçois la musique jazz rock. Pour moi, c'est un véritable affrontement. C'est pas non plus une baston, mais c'est quelque chose qui doit être tendu. Et c'est comme ça que j'aime bien concevoir ce genre de musique. C'est évident que je ne me considère pas comme un musicien de jazz à part entière. Pour moi, je reste un musicien de jazz rock, quelqu'un qui est assis entre deux chaises et qui n'arrive pas à se décider, qui aime bien cette position ambivalente entre différents styles. Dans Machine Mass Trio, comme dans Wrong Object, comme dans Doubt, comme dans Comic Operant dans une certaine mesure, comme dans Trank Zappa Grappa Invarez, un groupe qui n'est pas un cover band de Zappa, mais que j'ai fondé avec le saxophoniste suisse Markus Staus, Laurent Delchambre encore une fois, et Damien Campion à la basse. Mon son de guitare est caractérisé par une bonne dose de distorsion, ce qui rend mes projets parfois un peu difficiles à vendre du côté des promoteurs jazz. Quoique, je constate en tout cas une chose, c'est que si la musique que je produis depuis longtemps est à mi-chemin entre le jazz et le rock, les promoteurs rock, qui t'achetaient un pavé dans la mare, enfin c'est pas vraiment un secret, sont nettement moins ouverts à l'expérimentation jazz ou hybride que les promoteurs jazz par rapport à quelque chose qui comporterait des sonorités rock. Akamoon n'aurait pas pu percer si les promoteurs de jazz avaient une mentalité étriquée. Et malgré l'orientation rock et le son surtout très rock que ma guitare injecte dans le son de la plupart de mes groupes, parfois à la limite de la saturation et du heavy rock, ça ne nous a jamais empêché de nous produire dans des festivals, que ce soit en Belgique, le Gaume, le Jazz à Liège, en Flandre, beaucoup, ou à l'étranger, puisqu'on a, il faut bien reconnaître qu'on a souvent plus tourné à l'étranger qu'en Belgique, et c'est quelque chose qui, je pense, fait un peu surprend un peu les gens. Entendre un groupe de jazz et puis un son très presque métal à la guitare, je pense que cette alchimie-là peut rebuter, mais dans la plupart des cas, je pense que jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé, ça a plutôt été accueilli avec bienveillance, voire avec intérêt, dans le meilleur des cas.
L'improvisation, c'est un concept qu'on ne peut pas étudier dans une académie. Enfin, bien sûr, il y a des classes d'impro, il y a des Garrett List, etc. Mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut développer au contact de musiciens, dans des jams. Et c'est particulièrement le cas de l'improvisation libre qui, parfois, a une influence considérable sur les concerts, en tout cas, de mes groupes. Je crois que c'est quelque chose qui requiert un grand degré une grande culture musicale. Les grands improvisateurs ont une énorme culture musicale. Ils n'écoutent pas que de la musique, que du free jazz, ils écoutent énormément de choses. Et il y a aussi la nécessité d'une concentration de chaque instant. Quand on improvise, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas c'est la manière dont je ressens l'improvisation en jazz comme dans le rock, parce que le rock in opposition, c'était quand même du rock avec de l'improvisation. Et ça c'est un peu perdu, mais c'est pas complètement dissipé. Ça demande une attention tous les instants, une concentration. Chaque note doit être pensée, dirigée. Il est évident qu'il n'y a pas non plus d'improvisation libre. C'est un mythe, ça n'existe pas. L'improvisation libre, telle qu'on l'entend dans les milieux du jazz par exemple, c'est avant tout une forme d'expression qui part du bagage musical de chaque musicien et qui intègre des maniérismes qui sont, et des tics et des styles qui sont, quand on connaît bien les musiciens, facilement identifiables. Donc pour moi, c'est vraiment de la foutaise de parler de liberté. La liberté, on l'obtient, je pense, quand on fait vraiment ce qu'on a envie de faire, quel que soit le style musical dans lequel on évolue. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'improvisation libre, le free jazz, et pourtant je fais partie de cette scène dans une certaine mesure, soit plus libre qu'un autre genre. Je pense qu'on reconnaît tout de suite derrière l'abstraction picturale ou musicale ou l'improvisation musicale, la culture, le bagage, et l'imagination, le talent de chaque improvisateur. C'est pour ça que que parmi les improvisateurs, on reconnaît le mérite de gens comme Elton Dean, Paul Dunman en Angleterre, Peter Boltzmann en Allemagne. Ils ne sont pas tellement nombreux, les improvisateurs qui durent et qui inspirent le respect, parce que voilà, c'est le contraire de n'importe quoi. Pour moi, c'est vraiment une concentration, une intention, une exigence de tous les instants, sans laquelle on ne peut pas s'abandonner à la musique. Ça, c'est le but ultime, je pense, c'est d'avoir la possibilité de s'abandonner, d'être ailleurs. C'est des moments de grâce qui arrivent peut-être 2 ou 3 fois sur un concert pendant quelques minutes, où on a vraiment l'impression d'être transporté, d'être ailleurs et d'être possédé par la musique. Mais c'est un infime pourcentage de la production musicale de tout un chacun. Je pense que le travail, la composition, même ce qui peut apparaître comme étant un chaos improvisé, est souvent, quand c'est réussi, précédé par un travail extrêmement minutieux, que ce soit par l'intermédiaire de partitions, par l'intermédiaire de schémas ou de dessins, même comme chez Braxton ou chez Stockhausen, on peut improviser, mais c'est balisé. Et ce qui me plaît le plus dans le registre de l'improvisation, c'est quand on arrive à donner sur scène l'illusion que les choses sont écrites alors qu'elles ne le sont pas, ou le contraire, que les choses sont improvisées alors qu'elles sont écrites. Et quand je reçois ce genre de réaction, je me dis, ben voilà, là on a réussi quelque chose d'intéressant. Même chose quand il s'agit d'un morceau qui est simple sur une partition, mais qui sonne complexe. Ou le contraire, un morceau qui est extrêmement complexe sur une partition et qui sonne très simple. Mais là, c'est beaucoup moins intéressant.